Oui, alors bonjour et bienvenue à cette conférence du Sommet d'art-thérapie francophone. Aujourd'hui, j'ai comme invité deux personnes, Monica Di Rocco, qui est en Italie présentement. Bonjour Monica. Oui. Bonjour Alice. Bonjour, je suis vraiment enchantée de t'avoir ici. Et notre autre invité qui est venu aussi, qui est basé à Montpellier, c'est le docteur Paul Lacaze. Bonjour. Ah, bonjour Alice, bonjour, très heureux de vous retrouver sur cet écran. Bravo. Et merci pour votre invitation. Oui, ça fait plaisir. Je suis assez persuadée que les personnes qui nous écoutent vont vraiment apprécier la présentation aujourd'hui sur l'art-thérapie avec les migrants. Et puis, bien, je vais d'abord vous laisser vous présenter Oui, votre parcours, c'est ça. oui. Merci Alice pour nous avoir invités à ce sommet. J'avais déjà vu le sommet l'année dernière, c'était super, hein. J'ai trouvé vraiment intéressant et très bien organisé. Je m'appelle Monica Di Rocco, je suis art thérapeute et je vis à l'extrême ouest de l'Italie, à la frontière entre la France et justement l'Italie. Je suis arrivée à l'art thérapie en 2011, mais en 2008, j'avais organisé des ateliers d'art plastique, comme je suis professeur d'art plastique depuis 26 ans, et pour les malades psychiatriques des centres de jour en Italie. Et en même temps, comme je suis professeur d'art, j'ai eu une année où ils m'ont donné 3 élèves à suivre qui étaient atteintes de la syndrome de Rett et une élève autistique très grave. Et ma mère, en même temps, tomba malade d'Alzheimer à 50 ans. Donc, une collègue de l'école m'avait dit qu'ils avaient ouvert un cours d'art-thérapie assise où elle avait étudié musicothérapie et que les profs étaient vraiment bien. Alors, j'ai décidé de m'inscrire. Et le premier livre que j'ai acheté, c'était Art-thérapie et Alzheimer, où j'ai découvert l'histoire d'un peintre américain, Uther Molen, à qui on avait diagnostiqué l'Alzheimer. Il avait continué à se faire des autoportraits du début de la maladie jusqu'à la fin. Et j'ai trouvé impressionnant comment les autoportraits changeaient au fur et à mesure que la maladie avançait. Et alors là, je me suis rendu vraiment compte de la puissance de l'art-thérapie. Et j'ai décidé de m'inscrire à l'école d'art-thérapie. Et en même temps, j'ai fait un stage auprès en psychiatrie, auprès des malades psychiatriques en Italie et en France. À Breil-sur-Roya, où j'ai eu la chance de rencontrer le docteur Paul Lacaze, et qui, avec son association Alpha Psy, à travers plusieurs congrès, et, disons, m'a ouvert les portes vers le monde de la psychiatrie. Et actuellement, je collabore avec l'hôpital Princess Grace de Monaco et en psychiatrie. Et voilà, merci. Je laisse la parole au docteur Paul Lacaze. Non, merci Monica. Euh, et, voici mon parcours à moi de neuropsychiatre, c'est ma formation de base, n'est-ce pas? Euh, c'est un parcours qui passe par l'hôpital au début, bien sûr, puis ensuite par les institutions médico-sociales en particulier et judiciaires aussi. Donc pour des adultes, pour des enfants et surtout, on va le dire, pour les enfants autistes. Donc j'ai dirigé tous ces hôpitaux, tous ces centres pendant des années et des années. Et depuis quelques 20 ans maintenant, j'ai fondé AlphaPsy pour transmettre aux jeunes psychiatres en particulier, mais pas seulement psychiatres, c'est-à-dire à toutes les professions qui font partie du champ de la psychiatrie, donc c'est très large, et les arts thérapeutes évidemment en font partie, pour transmettre donc euh, une expérience clinique très vivante et très relationnelle que j'appelle psychodynamique. Et c'est ça le centre de AlphaPsy. AlphaPsy rayonne donc sur toute l'ère francophone du monde.
J'ai rencontré en effet Monica Di Rocco à Breil lors d'une conférence et d'un colloque. Et je dois dire que j'ai été immédiatement intéressé, non seulement parce qu'elle est art-thérapeute, et donc l'art-thérapie, et je vais vous dire pourquoi, mais aussi parce que c'est une vraie personne thérapeute. Alors, pourquoi? L'art a été mon premier sujet de thèse de médecin, psychiatre, neuropsychiatre. Malheureusement, ça n'a pas donné véritablement lieu à de beaux résultats parce que le directeur de ma thèse était parti sur une autre voie que la mienne. La mienne, c'était justement de repérer ce qui se passe à travers l'art, c'est-à-dire l'expression créative d'un sujet malade, en l'occurrence, euh, et comment on pouvait à partir de là l'aider à vivre sa maladie, voire à la surmonter, alors que mon directeur de thèse, lui, voyait surtout comment on pouvait exposer les œuvres d'art, d'art brut, d'art, etc. Je passe sur ce détail. Je reviens plutôt sur Monica Di Rocco, qui m'a intéressé par la personnalité qui est la sienne, dans la mesure où, précisément, sa vie, son histoire avec sa maman, en l'occurrence, que j'ai appris à cette époque-là et à ce moment-là, l'a touché profondément et on voyait tout de suite à quel point elle pouvait s'investir dans la relation avec les personnes, quelles qu'elles soient, enfants ou adultes, écoliers, malades ou migrants. Comment donc Monica Di Rocco savait immédiatement entrer dans cette relation pour en faire quelque chose au service de la personne. Et ça, c'est vraiment tout l'intérêt que l'on peut porter à ce moyen, disons, on appelle ça un médium, c'est-à-dire un moyen de relation par l'art, plastique en l'occurrence, comme je le vois avec d'autres d'ailleurs, je ne vous le cache pas. Et Monica, tu étais témoin justement de ça avec une écrivaine qui, elle, fait de la bibliothérapie créative, ce qui est un équivalent, mais cette fois par les lettres. OK? Voilà. Et sont, pour moi, pour Monica Di Rocco, eh bien, je l'ai vraiment reconnue comme telle et je l'ai aidée, faut le dire, je l'ai aidée à se consacrer à cette activité professionnelle et à y réussir le mieux possible, ce qu'elle a fait en écrivant un certain nombre d'ouvrages, dont celui qui fait l'objet aujourd'hui de notre visioconférence, n'est-ce pas? Art-thérapie avec les migrants, que j'ai préfacé avec elle dans la langue française pour ce qui me concerne, car malheureusement, je n'ai pas ces dispositions italophones. Voilà pour moi. Euh, je crois vous avoir dit l'essentiel de ce qui me paraît utile à savoir au départ. À vous, Alice. Ah, merci beaucoup pour cette présentation. Euh, je, je- J'aime bien entendre l'histoire aussi de comment les chemins professionnels et personnels à un moment donné, on se croise, puis il y a comme une co-création qui se fait, puis une collaboration. Parfait. Justement, en 2015, l'arrivée massive des migrants d'Afrique, ils m'ont poussé à vraiment descendre à la frontière. Comme je vis à 5 minutes de la France, dans un petit village où il y a un chemin qui amène en France, un chemin très dangereux qu'on appelle le pas de la mort. Et chaque jour, dans mon village, je vois passer au moins 50 migrants chaque jour. C'est horrible cette expérience parce qu'après, quand ils arrivent en France, ils ont renvoyé en Italie par la police française. Et par exemple, quand je prends le train à Menton, il y a les contrôleurs de la police sur le train
Et il y a les migrants qui se cachent dans les toilettes, sous le toit du train. Il y en a qui sont morts pour ça. C'est vraiment horrible. Donc, je vous parle de cette expérience qui a commencé en 2015, vraiment sur la frontière. Et après, elle est continuée auprès des migrants chez le séminaire épiscopal de Bordighera à la Croix-Rouge de Ventimiglia. Ça, c'est deux photos vraiment incroyables parce que une, elle était prise en 2015, justement à la frontière. Vous voyez, il y a toutes les tentes. Et il y avait un groupe, une association de No Borders qui avait fait un camp sur les roches des Balzi Rossi en Italie. Et je ne sais pas si vous voyez, mais derrière les tentes, il y a la frontière française. Et à droite, il y a une photo de 2023 et elle est prise à Ventimiglia, où les migrants ils vivent sous le pont. Parce qu'ils ont fermé les centres d'accueil pendant le Covid. Et donc maintenant, ils sont vraiment dans les rues, ils n'ont rien à manger, ils n'ont pas à se laver, rien du tout. Et c'est horrible. Vous voyez, rien n'a changé, mais c'est devenu pire. Ça, j'ai trouvé incroyable cette photo, et faite par une amie à moi, marocaine, qui s'appelle Bourkia. Je l'avais connu à la frontière, c'était un médiateur culturel qui m'avait aidé à traduire en arabe les mots pour communiquer avec certains migrants. Et le soir, donc, il y avait tous les brosses à dents accrochées dans les murs. Il y avait aussi une petite douche, il y avait à manger. C'était un camp bien organisé par les No Borders. Voilà, j'ai commencé avec l'art-thérapie, vraiment sur place. J'ai ramené tous les matériels, et des draps, j'ai ramené, et je les mettais par terre quand j'arrivais. Et j'avais préparé des feuilles où il avait expliqué, je l'avais traduit en arabe avec l'aide de mon ami Bourkia. Et avec le thème de la journée, j'ai travaillé sur la liberté, l'île de la solidarité et autre chose. Et c'était vraiment incroyable parce qu'il y avait les gens qui passaient et qui dessinaient avec nous. Donc, c'était vraiment une action sociale incroyable. Et j'ai commencé à stimuler les migrants. Et ils ne voulaient jamais arrêter de dessiner. C'était incroyable, vraiment incroyable. Voilà. Avec une copine, avec l'association Popoli in Arte, on a aussi recueilli des témoignages des migrants. Par exemple, ça, c'est un dessin qui m'a beaucoup frappé. Et le garçon qui a fait ce dessin, il pleurait et il a dit, moi aussi je viens du Darfour, je te montre cette photo, tu la vois? Toutes les maisons ont été bombardées, même sur les récoltes, les bombes tombaient. Il y a une très belle vieille dame ici. Oui, seulement des vieilles dames et des enfants. Tu vois ces cicatrices? Il a montré les bras avec les cicatrices. Elles ont été faites par des ciseaux. Ils font ça sur tous les corps. Qui? Les islamistes. Et c'est incroyable d'écouter tous les traumatismes qu'ils ont vécu, ces pauvres gens. Voilà. En effet, la condition des migrants représente aussi un sentiment de culpabilité, avec trois causes principalement. Vis-à-vis de son environnement d'origine, c'est normal le lieu de départ, parce qu'il est considéré comme un fugitif. Et surtout envers les pays d'accueil, qu'il est considéré comme un intrus. Je le vois tous les jours, le racisme, surtout ici à la frontière. Donc, c'est incroyable la situation. Et aussi envers lui, parce que pendant toute sa vie, il va sentir cette double trahison. Voilà. Tu peux aller, Alice?
Et si être un migrant, ça veut dire être un intrus. Et il est prisonnier d'un destin social. Voilà. Voilà. Maintenant, je donne la parole au docteur Paul Lacaze qui nous peut parler d'un point de vue médical des Oui, traumatismes. Merci, Paul. merci. Tu écris très bien également. Le traumatisme psychique s'immisce plus facilement dans un contexte de grande vulnérabilité. Alors, la notion de vulnérabilité est importante, car en effet, la notion de traumatisme psychique s'applique évidemment à tous les êtres humains, pas uniquement aux migrants. Et pour le comprendre le mieux possible, il faut passer par les tout petits enfants. À la naissance, le passage dans la filière génitale, c'est déjà un traumatisme. Plus exactement, le passage de la vie fœtale à la vie aérienne, et donc la pesanteur, c'est un traumatisme. Et des traumatismes, il y en a toute la vie. Chez les enfants, donc les plus vulnérables, ça prend tout de suite une allure particulièrement importante. Si tout se passe bien, avec une maman très maternelle, disons, et un environnement familial accueillant, l'enfant rebondit, en quelque sorte, répare de lui-même ses traumatismes et en fait des victoires. Par contre, quand le milieu environnant est hostile, insuffisant ou dramatique, alors les traumatismes s'enchaînent, sont refoulés, grandissent, grossissent et surtout ne se parlent pas. Ils restent dans le silence. Donc la notion de traumatisme est d'autant plus importante que la vulnérabilité est importante. Mais elle est encore plus importante s'il n'y a rien pour accueillir ce que ça produit chez la personne qui en souffre. Alors, le migrant, lui, se trouve dans une situation dite de fragilité très importante, puisqu'il éprouve effectivement, comme vient de le dire Monica, sentiment de ne pas être à sa place, une difficulté à s'accepter lui-même pour obtenir de la reconnaissance, difficulté d'adaptation, etc., la langue, la culture, le racisme, tout ce que tu viens de dire finalement, plus la crainte d'être expulsé, etc. Bref, vivre en communauté est très difficile, chacun vit pour soi et reste dans ce silence qui peut être à ce moment-là une vraie prison. Et c'est là que l'art-thérapie va pouvoir en vérité être un outil de défoulement, on va dire comme ça, hein, vraiment fondamental. Donc, traumatisme psychique, on retiendra, c'est universel, ça touche tout le monde de la plus petite enfance à la grande, au grand âge, et on parlera peut-être plus précisément de ça selon les conditions dans lesquelles on vit le traumatisme. Nous allons le voir plus tard sans doute. Je laisse continuer Monica sur les pages suivantes. J'ai fait un projet qui a duré plus qu'un an et pour la Caritas de Bordighera. C'était bien parce que j'avais une grande pièce dans un séminaire épiscopal avec plein de lumière, il y avait tout. Et là, il y avait les migrants qui dormaient, qui mangeaient, qui pouvaient se laver. Et c'était vraiment bien organisé par la Caritas. Je voudrais commencer par cette image, pour moi, très importante. C'est le résultat d'un long travail. C'est un totem qu'on a réalisé avec les jeunes migrants du centre. Et j'avais demandé aux migrants de lui donner un nom, de me dire d'où il venait et où il allait.
Et j'étais vraiment frappée par cette histoire qui m'a raconté Ousmane. Maintenant, je suis trop contente parce il est arrivé à rester en France, il s'est refait en vie. Et c'est le totem Baba. Il vient du peuple africain des Bantous. Baba remercie l'Italie et en même temps pleure pour les gros fardeaux qu'il porte sur ses épaules. L'Afrique est berceau de l'humanité, avec toutes ses richesses, demande l'aide de tous les dirigeants africains pour s'unir, main dans la main, pour sauver cette jeunesse africaine, si riche en talent, qu'elle abandonne son propre pays pour une terre inconnue. Et ce travail-là, si tu peux continuer, Alice, il a donné la vie à cette magnifique image que j'ai dans ma maison. Ousmane, à partir de cette histoire du totem Baba, il a réalisé cette image. Vous voyez la première en bas grise, la petite maquette, et après il a transformé, il a fait ce gros travail. Et si vous voyez, au centre de l'Afrique, qui a le visage d'une maman, voilà, c'est une femme, et qui pleure. Il y a toutes les ressources d'Afrique, l'or, du charbon, du cacao, et en haut, il y a aussi le pétrole. Et il regarde vers la mer, tous les bateaux avec tous les jeunes Africains qui meurent. Voilà, il y a un point de question. Et là. Et ça, c'est aussi la couverture de mon livre italien, parce que j'ai fait 3 versions du livre. Et je trouve cette image vraiment émouvante, le visage de cette mère d'Afrique qui pleure pour ses enfants. Merci, Alice. Oui, c'est vraiment une image Ouais, vraiment forte et touchante de voir. ouais, Oui, c'est ça, de tous ces jeunes qui quittent le continent pour un avenir meilleur, mais ils vont pas trouver ça, ce qu'ils cherchent, ou ils vont mourir en chemin. C'est le lot de beaucoup de personnes, effectivement. ouais. Voilà. Et, bon, mes rencontres d'art-thérapie étaient structurées comme ça. C'était des séances hebdomadaires de 2 heures. Mais j'ai resté même plus que 2 heures, tellement j'ai trouvé intéressant et enrichissant de travailler avec ces jeunes. Ils m'ont donné beaucoup. Moi, j'ai donné aussi à eux, mais eux, par contre, ils m'ont donné peut-être plus, ces jeunes migrants. J'ai imposté le travail sur un groupe fermé parce que j'avais la chance de travailler toujours avec les mêmes personnes. C'était presque 20 migrants âgés de 16 à 30 ans qui venaient principalement du Nigeria, du Ghana, de Gambie, de Guinée-Conakry, de la Côte d'Ivoire, du Soudan et de l'Érythrée. Le modèle américain de Malchiodi et Riley prévoit qu'on donne un thème et si c'est possible, les gens ils doivent être toujours présents. Et moi, j'ai eu vraiment la chance de les avoir toujours avec moi, toutes les fois que j'allais. Ils étaient très intéressés et très impliqués dans le travail. Voilà, les objectifs de mon travail, c'était d'élaborer sur le traumatisme, de reconstruire la continuité identitaire et l'intégration. Voilà, vas-y Alice. Donc, j'ai fait un projet en plusieurs étapes et j'ai pensé au début de travailler sur leur identité. Et en effet, les premières fois, j'ai imprimé tous les drapeaux africains et j'ai écrit aussi derrière les drapeaux la date de l'indépendance du pays. Et ça, j'ai vu qu'ils ont très apprécié les jeunes migrants quand je les ai montré. Donc, j'ai imprimé tous les drapeaux africains, je les ai mis sur la table
Et dans une façon naturelle, les jeunes migrants, ils se sont regroupés, chacun dans son pays. Ils ont choisi les drapeaux qui lui appartenaient. Et c'était une façon aussi de les faire sentir un peu chez eux. Voilà. Après, j'ai essayé de travailler sur les sacs à dos du voyage, disons les choses qu'ils avaient mis dedans, les voyages à travers la mer et les déserts, leur peur. Et après tout ce travail dur, j'ai travaillé aussi sur les rêves et les espoirs et sur les ressources, naturellement. Ça, c'est un travail que j'avais fait au début, quand je les ai connus. J'avais donné une sorte de maquette de visage où il n'y avait rien dessiné dedans. Ils ont rajouté leurs yeux, le nez, la bouche. Et après, je lui demandé de me dire ou d'écrire qu'est-ce qu'il faisait en Afrique. Ça, c'est un travail magnifique, mais incroyable, fait par Ousmanou sur un tissu avec le feutre pour dessiner sur le tissu. Il a passé des heures et des heures à faire cette magnifique Afrique avec tous les drapeaux. Et après, je vous expliquerai, parce que j'ai invité les jeunes migrants à l'école où j'enseigne art plastique, et ils ont ramené ces drapeaux-là pour les élèves. Voilà, ça c'est les sacs à dos. Et il y en a qui n'ont rien mis. Par exemple, à gauche, Calvin, il n'a rien mis parce que après j'ai su qu'il était vite parti de l'Afrique suite à la mort de sa mère. À droite, disons, la plupart ils ont dessiné les t-shirts, les pantalons et voilà, les drapeaux de leur pays. Voilà. Après, on a mis tous les sacs à dos et en haut, il y a la représentation du voyage à travers la mer, les déserts. Ils étaient très fiers de mettre leur sac à dos. Et j'avais oublié un sac à dos. Elle est bien, il est où, Monica? Après, j'ai pensé, comme je suis professeur d'art et je travaille toujours avec les images de grands artistes, et le cri de Munch, c'est une image que j'utilise souvent à l'école. Alors, j'ai effacé tout le fond de l'image et j'ai demandé aux migrants de dessiner une peur. Et ça, c'est incroyable parce que les deux dessins sont faits par deux migrants différents. Et il était à la Croix-Rouge et l'autre, il était au séminaire épiscopal. Mais c'est la même typologie d'image parce qu'il y a le checkpoint en Libye. Et pour dire, parce qu'il vit le même traumatisme en Libye. Et donc, c'est pareil. Et il dit, Ibrahim, je ne suis resté que 5 mois en Libye car ce n'est pas un pays sûr. Les gens me jetaient les pierres et m'enjuraient pour que je rentre dans mon pays. Un jour, je suis sortie pour acheter quelque chose et dans la rue, la police m'a arrêté, puis incarcéré. Là-bas, un ami m'a parlé de la possibilité de venir en Italie par la mer. Monica, tu as Vas-y. terminé? Oui, Oui, oui. je trouve qu'à partir de ce que tu viens de dire, concernant donc cet état de peur des migrants, en l'occurrence, euh, on revient à la notion de vulnérabilité dont on parlait tout à l'heure. Je vous ai dit, la vulnérabilité, c'est ce qui euh, produit un effet traumatique violent, c'est-à-dire que ça prend un caractère de violence, mais lorsque la peur se surrajoute, c'est-à-dire quand un individu n'est pas en sécurité, cette violence traumatique devient
véritablement délabrantes, c'est-à-dire déchirantes, c'est-à-dire écrasantes ou épouvantablement difficiles à vivre. Et la peur, vous la retrouvez d'ailleurs de façon universelle, encore une fois. Dans la préhistoire, chez les êtres humains qui ne possédaient pas encore le langage et encore moins l'écriture, et qui, pour se libérer de la peur, faisaient des peintures dans les grottes. Vous savez, des peintures rupestres. C'est un signe du besoin de l'individu d'exprimer cette peur d'avoir à revivre son traumatisme. Et là, vous retrouvez précisément le cœur de ce qu'on appelle l'art-thérapie. C'est-à-dire ce besoin, nous parlons bien de art-thérapie. Nous ne parlons pas de art tout court. Art-thérapie au sens où c'est un besoin vital de se défendre contre le traumatisme vécu dans un état de vulnérabilité et de détresse parce qu'il n'y a rien pour vous secourir. Les deux facteurs surajoutés deviennent terribles. Donc, art devient thérapie à ce moment-là et tout est bon pour essayer d'accueillir ce fruit de la création humaine. C'est un début de symbolisation de ce qui a été une sorte de trou réel dans l'individu. Mettre donc du symbolique, à commencer par la production artistique, comme le dessin, le modelage, la confection de quelque chose de plastique, on va dire, hein, etc., etc. Mais le dessin, la peinture et la terre, le modelage de la terre, ce sont particulièrement des moyens particulièrement propices pour que quelque chose s'exprime du sujet lorsqu'il est dans cet état traumatique et de grande vulnérabilité et que la peur l'envahit. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur cette question précise de la peur éprouvée par les migrants. Ah, on continue. Voilà, ça c'était la traversée du désert et j'étais vraiment frappée quand Abou, il m'a raconté et il m'a dessiné que pendant le transport dans le désert, il y a une amie, une de ses amies qui est tombée et personne il s'est arrêté pour le secourir. Voilà, c'est vraiment inhumaine. Alors, en fait, les personnes vivent Ouais, vraiment des situations répétées de vulnérabilité, de danger, de risque de mort ou de risque d'être blessé, de faim, de froid, de soif, probablement, avant d'arriver oui, vivant éventuellement sur la côte européenne, en fait. oui. Et ça, c'était une autre peur, la peur de se noyer. Et il y a, ça c'est Ousmane qui a fait cette image. Et au centre, il y a sa femme qui était enceinte. Et la petite, elle est née en Italie à Ventimiglia, Maria. Et ça, c'était un garçon incroyable parce que il venait de la Sierra Leone. Il faisait des images comme des bandes dessinées. Et je n'ai pas mis toutes les images qu'il a fait, mais il y en a dans le livre qui sont incroyables. Euh, et voilà, lui, il était hébergé à la Croix-Rouge. Et après, il est parti en Suisse. Et lui, il voulait devenir médecin. Et il m'a dit, il a écrit, les docteurs et l'infirmier doivent respecter, préserver la vie.
Nous devons à notre tour les respecter, car ils prennent en charge notre santé. Et là, sur le fond, il y a le dessin de la Croix-Rouge de Ventimiglia. Et après, j'ai travaillé sur leur petit réconfort dans les moments difficiles. Par exemple, lui, il avait perdu sa mère en Afrique, et Hussein. La plupart, la musique, ça c'est sûr, hein, mais j'ai trouvé vraiment expressif cette image. I'm listening to music when I'm worried. Et vas-y, Alice, Moi, je trouve. oui, je me demandais si pendant les groupes que tu animais, est-ce que des fois Ouais. vous mettiez de la musique ou de la danse, justement, entre vous? Ah oui, 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 bien sûr. On a même fêté la fête des moutons qui tombait C'est Aïd. justement. L'Aïd, Ah, l'Aïd. oui, oui. On l'a fêté dans le séminaire et jamais j'oublierai cette soirée parce qu'on a dansé autour du totem et on a joué le djembé et oui, on a fait plein de choses, aussi la danse, le théâtre, mais après je vous en parlerai. Voilà. Et après j'ai travaillé sur la graine et d'imaginer un paysage désertique, il y a une seule graine qui est plantée de quelque part. Et donc d'imaginer qu'elle poussait. C'est l'espoir. Ils ont dessiné plein de, voilà, de plantes, des arbres africains, vraiment des images incroyables, d'espoir, je trouve. Voilà, et on arrive un peu à la reconstruction avec cette diapo qui parle beaucoup, qui parle beaucoup. Déjà, c'était passé un an. Après un an, ils ont voulu construire vraiment le bateau, comment vous le dites en français? Pas bateau. Le Le... bateau, oui, oui. Ah ouais, Oui. ouais. C'est ça, Paul. Je crois qu'il y a une autre façon Ah, de... Bon, les bateaux. oui. Et il appelle Lampa Lampa parce que vous savez qu'ils arrivent à Lampedusa. Les migrants, c'est le premier, disons, pays d'accueil, c'est Lampedusa, l'île. Ils ont voulu reconstruire ceux qui m'ont demandé de le reconstruire. Si vous voyez les premières images du bateau, a été faite quand... Alors ça, c'est le dessin du même garçon, Ibrahim. Quand il est arrivé, il a fait la première image. Si vous voyez, il y a toutes les personnes qui sont dessinées comme les enfants, des petits squelettes vus par le haut. Et dans la mer, il y a deux requins. Après un an, on a refait le dessin parce que nous avons besoin pour le bateau comme maquette. Le même garçon, il a fait le même thème du bateau, mais regardez les différences entre les deux. C'est incroyable. Hein? Et je trouve aussi incroyable quand on était en train de construire le bateau avec des bouteilles, des choses de récupération. Et ils me racontaient vraiment, ils avaient l'objet concret dans leurs mains. Ils me disaient, ça c'est le lieu le plus dangereux sur le bateau. Et il y a un qui m'a dit, ah, je suis restée assise pendant 7 heures sur un truc en fer sous les fesses pendant 7 heures qui me faisait mal. Et après, ils ont commencé à dire, ah non, le fond, c'est fait en plastique. Non, c'est fait en bois. Et on a commencé à rire et tout. Et c'était vraiment, disons, dans la chose tragique, il y avait même le rire. Voilà, donc cette image, je crois que c'est... Qu'est-ce que tu en penses, Alice, quand tu Oui, regardes alors les... oui, ils ont créé un nouveau bateau un an après, Ouais, ensemble à Et ouais, voilà, plusieurs. voilà. Mhm. Je trouve que Mhm. Alice a très bien vu la chose ensemble. C'est-à-dire que ouais, dans ce processus de reconstruction,
il y a deux choses à voir. Le premier processus, la première chose à voir, c'est que ces êtres humains se sont lancés dans une aventure absolument effroyable, dans laquelle ils se voient mourir les uns après les autres, dans des circonstances toujours aussi dramatiques, ou même de plus en plus dramatiques, et pourtant, ils continuent. Ils continuent vers de l'espoir, etc. Mais au fond, comme si la vie, à la fois, avait beaucoup d'importance, puisqu'ils sont portés par un espoir de vivre mieux au nord qu'au sud, mais en même temps au prix d'une vie qui ne compte presque plus. Vous voyez le paradoxe? Absolument étonnant. Et dans ce dessin, ou ces dessins, ou ces productions, on voit très bien ces choses-là. Le départ au milieu des requins dans des conditions très infantilisées où l'individu n'existe pas, il est réduit à peu de choses, à l'équivalent d'une sardine dans une boîte de conserve. Puis, il se dresse, c'est-à-dire que ces survivants reviennent à la vie, recommencent à prendre de l'espoir et essayer d'en faire quelque chose. Ils vont reconstruire. Et ils reconstruisent quoi? Leur bateau, autrement dit, ils mettent de la distance par rapport à ce qui a été leur condition d'effroi, leur condition traumatisante. Ils vont mettre de la distance en reconstruisant, en reproduisant, mais sous une forme différente, quitte à y mettre l'humour. Comme dit Monica, ils riaient. Et surtout, ils le font ensemble. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on voit à quel point l'être humain est capable de perdre sa vie dans une sorte de pulsion de mort au motif qu'on veut, avec l'espoir, aller vers la vie. Autrement dit, pulsion de vie et pulsion de mort se cohabitent chez tout individu. Et là, on le voit précisément entre continent du Sud et continent du Nord, en quelque sorte. Mais ensuite, donc, une fois le traumatisme vécu, dramatiquement, évidemment, euh, quand il est encore possible d'en dire ou faire quelque chose, qu'est-ce qui vous permet de vous en sortir le mieux possible? Premièrement, Monica Di Rocco avec l'art-thérapie, ça c'est le support, mais au-delà de l'art-thérapie, et heureusement, l'ensemble, comme a dit Alice, c'est-à-dire le groupe, c'est-à-dire l'environnement humain qui devient l'environnement protecteur, quasi maternel. On retrouve quelque chose de cette sphère maternelle après la naissance, vous savez, c'est ce qui se reproduit là. Et ça, c'est vraiment très, très, très important de travailler en groupe. Et là, l'art thérapeute, comme Monica, bien sûr, est championne de ce genre de regroupement qui, à lui seul, est aussi thérapeutique. Il y a l'art et le groupe. Pour la reconstruction, c'est absolument nécessaire. Enfin, on peut faire sans. Ça dépend des situations. Mais ici, comme ce sont des groupes, a fortiori, comme ce sont des groupes qui ont émigré, il vaut mieux que ce soit des groupes qui reconstruisent après la migration. Voilà. Voilà, ils ont fait Ah, aussi voilà là. Ouais. Et ça, c'est la femme de Ousmanou qui était enceinte, qui était reproduite avec la Gilles. Voilà. Et il y a aussi l'école, parce que je pensais d'inviter 6 jeunes migrants pendant mes leçons d'art plastique à l'école de Dolceacqua. Et donc, les jeunes migrants, ils ont travaillé avec mes élèves et ils étaient des tuteurs parce qu'ils lui ont fait faire la même chose que j'ai fait faire dans les séminaires et c'était incroyable.
parce que j'ai divisé la classe dans des petits groupes. Et chaque groupe, il y avait un tuteur, comme un migrant comme tuteur. Mhm. Et ils ont parlé de l'Afrique, ils ont ramené le drap avec Le drapeau. Oui, oui. Et c'était une expérience extraordinaire. Et après, avec une collègue, on a pensé aussi de tourner une vidéo, mais avec les classes, avec les élèves plus grands. Et vous pouvez les trouver sur Internet, au-delà de peur. On a travaillé sur les peurs des migrants quand ils sont arrivés en Italie et sur les peurs de mes élèves envers les migrants. Et après l'expérience, on a fait un petit questionnaire pour les familles pour voir si leurs idées avaient changé envers les migrants et si les élèves avaient apprécié cette expérience. Et les résultats, c'était vraiment extraordinaire. C'était une vidéo émouvante. On a même reçu un prix par le ministère de l'instruction italien pour ça, au-delà de peur. Merci Alice. Ben, on va mettre le lien de la Oui, vidéo en oui, dessous de la conférence, fait que vous pouvez aller voir en oui, complément, évidemment. Voilà. oui. Voilà, ça c'est un travail, les autoportraits que j'avais fait faire aux migrants. Et alors, c'était eux qui faisaient les professeurs à ma place. C'était les migrants qui faisaient les professeurs de mes élèves. C'était incroyable, cette expérience. Ben, ouais, je trouve ça vraiment touchant de leur donner l'opportunité d'être dans une posture où ils ont Oui, des choses à partager, où ils peuvent aussi valoriser leur expérience et la transmettre et participer à cette reliance aussi avec les jeunes et tout ça, et aussi transformer l'idée de l'autre, on a peur de l'autre parce qu'il est voilà. différent, etc., et que ça s'insère dans ce projet éducatif aussi. Je trouve que Oui, c'est vraiment essentiel. Merci d'avoir fait ça. J'espère. merci. Je veux juste dire aux gens qui nous écoutent, prenez cette idée-là et transmettez-la dans vos classes aussi, d'inviter des gens différents avec vos élèves et tout, parce que ça peut vraiment changer les mentalités de l'intérieur et dans les familles et l'éducation. Oui. Merci. Et il y a des témoignages de quelques migrants. La plupart d'eux, ils m'ont dit, la thérapie m'a aidé à me souvenir et exprimer ce que j'ai vécu et ressenti. La thérapie est une bonne chose, car cela m'aide à me souvenir. La thérapie offre un espace dans lequel je peux m'exprimer librement aux côtés des autres. La thérapie m'a fait connaître l'art et prendre conscience du bien et du mal. Mamadou, allez-y. Pour finir, j'avais oublié. Voilà. Je me disais, Mamadou, mon ami. Alors, parmi ces jeunes que j'ai aidés, il y a Mamadou qui s'est bien intégré en Italie. Et il travaille et maintenant il est devenu un grand peintre. Lui, c'est un garçon formidable parce qu'on a fait aussi du théâtre, de la danse. Il était aimé par les élèves. C'est quelqu'un vraiment de génial, Mamadou. Et je lui ai organisé une expo à Menton l'année dernière. C'était un vrai succès et depuis là, maintenant, il a commencé à faire des expos, à peindre. Il fait des choses magnifiques. Magnifiques, vas-y, il y a force peut-être une photo. Voilà, et ça, c'était en 2017, quand il est arrivé, qu'il faisait les personnages avec l'argile. Et à droite, c'est Mamadou maintenant, avec ses tableaux à Hmm. menton dans l'expo. Est-ce que tu sais s'il a un site web qu'on peut Oui, mettre aussi? eh, Oui, oui. on mettra ça, on mettra les informations sur cet artiste-là avec la conférence. J'avais déjà pensé, Alice. Voilà, ça Ah oui, c'est... c'est là, bravo, merci.
OK, Oui, c'est c'est ces là. informations, donc vous pouvez le trouver sur Facebook et tout ça si vous voulez aller voir un peu plus ses œuvres. Oui, Merci. après, on va les mettre aussi sur. Oui, oui, bien sûr, j'avais pensé à ça et je suis trop contente. Bah, Donc, Mamadou, 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 Paul, ah vas-y ouais, parce ouais, que toi aussi, Mamadou, tu le il me dit connais. quelque chose parce que Mamadou, on l'avait fait venir à Florence dans un congrès mondial de psychothérapie, de psychiatrie, pardon, de psychiatrie psychodynamique, justement, en 2017, je crois, hein, c'est ça? Ou 18, je sais plus, non, 17, enfin, peu importe. Et donc, on lui avait confié la mission dans un symposium en plein congrès mondial, n'est-ce pas, d'exposer sa pièce de théâtre. Et il l'a jouée sur scène. Alors ça a été absolument incroyable, cette manière donc de procéder et lui de se libérer, hein, à propos de sa, enfin, c'était son fantasme, hein, bon, une fiction, mais une fiction qui surgissait de son enfance et de sa belle-mère. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus, mais en tout cas, voilà quelqu'un qui s'est vraiment parfaitement reconstruit, comme on l'a dit tout à l'heure, et ce grâce à cette intégration, car au fond, ce que fait Monica a ceci de particulièrement spécifique, c'est qu'au-delà de son œuvre proprement thérapeutique, au sens de art-thérapie, elle propose véritablement un support d'intégration sociale et citoyenne. Alors, sociale, culturelle et citoyenne. Ça, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être particulièrement souligné. Et c'est pourquoi, quand elle a hésité au début et puis ensuite s'est lancée dans l'écriture de art-thérapie avec les migrants, j'ai été son mentor, comme on dit, hein. Ça veut dire que je lui ai dit, mais Monica, il faut absolument que tu écrives tout ça. C'est trop fort. C'est trop bien, même. Donc, euh, ça a donné lieu à cet ouvrage, traduit dans les trois langues maintenant, italien, enfin, traduit en italien, anglais et français. Et en français, nous l'avons en la vente, évidemment, sur notre site internet de Alphapsy, alphapsy-international.org, pour ceux qui veulent éventuellement s'y s'y intéresser. Et voilà, ça me paraît très, On très... va, Oui, pardon. oui, on va mettre le lien de AlphaPsy, puis le lien pour à trouver le D'accord. livre si vous voulez l'acheter, vous êtes intéressé à acquérir cet ouvrage parce que ça, c'est probablement plus développé aussi dedans. On va Tout à mettre le fait. lien et les informations que vous avez en dessous de la conférence. Il y aura tout ce qu'il faut pour aller chercher. Ouais. Oui, C'est ça. ça c'est la dernière image. Vu aussi ces moments, vu la guerre en Ukraine, et voilà, je pensais de mettre cette image faite par un garçon, justement à la frontière. Il y a un oiseau blessé qui pleure, mais il ramène dans son, comment on dit en français, becco. Dans son Et bec, Bec? voilà, voilà. Et peace. Et ça, c'est l'espoir que je laisse à tout le monde et avec cette image. Et voilà, merci beaucoup Alice et merci Paul. merci à toi, ma chère Monica. Merci. Merci, Alice. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ben, je voulais juste dire que c'est une présentation dont les images, bien sûr, Monica, tu racontais les histoires, on avait le contexte des personnes qui ont créé et tout, mais dans les images, on voit vraiment cette, ça témoigne vraiment des terribles moments qu'ils ont vécus, que la majorité des gens en Occident n'ont même pas conscience C'est ça. que ce sont des survivants, en fait. Et dans les créations visuelles, on le voit et on peut sentir, en fait, qu'est-ce que tout ça. Et puis le fait d'avoir fait ce suivi avec les images, en leur proposant le sac à dos, les drapeaux, les graines, l'espoir, quels rêves ils ont, les peurs aussi.
on peut voir aussi comment comment est-ce que je peux dire ça les accompagne avec l'image de traverser ça et d'aller vers la reconstruction, vers un futur, vers l'espoir. Puis vraiment, c'est un travail, je sais pas, qui m'a touchée que tu as fait, Monica, avec ces personnes, mais aussi comment ça les amène vers autre chose aussi. Je suis contente aussi que tu as parlé de la musique et puis de Mamadou qui fait des expositions aujourd'hui, qui a de la résilience et puis qui a l'art amène certaines personnes à se faire une autre vie en fait et qui est inspirante pour les autres puis qui est inspirante aussi pour les élèves. Donc merci pour ce témoignage et puis ben, j'invite le public à s'intéresser, à aller voir les sites, la vidéo, le livre, peut-être aussi les images de l'artiste aussi. Et puis de communiquer avec Alphapsy ou bien Monica si vous voulez en savoir plus, si vous avez envie de travailler dans ce domaine-là ou quelque chose comme ça. Euh, voilà. C'est important. Merci. Et ben, je vous remercie beaucoup de votre... merci, docteur Lacasse, d'avoir aussi mis en contexte qu'est-ce que c'est le traumatisme, puis aussi comment ces parcours de vie-là, c'est encore plus, je ne sais pas quel mot utiliser, c'est comme un traumatisme multiplié par plus Ah, encore que juste... c'est ça, traumatisme, voilà, augmenté, mais qui, lorsqu'il est lorsqu'il est accueilli et, et qu'il est mis à l'écoute, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, on reçoit, on écoute, on accueille et on aide le sujet à revivre son traumatisme à travers un moyen qui s'appelle l'art, eh bien, on peut faire des miracles. Mhm. C'est ça qui est extraordinaire. Et vraiment, il faut surtout pas s'en priver. Bravo, Monica, bravo, l'art-thérapie, bravo, Alice, d'avoir généré justement une bonne occasion, là, de le rappeler. C'est très important. Et moi, je le dis ainsi, alors que c'est pas le cœur de mon métier. Le cœur de mon métier, c'est la parole. Mais, dans un grand nombre de cas, le plus fréquent, la parole ne peut pas fonctionner. Parce que, parce que ça déborde de partout, ou parce qu'on n'a pas la langue, ou parce qu'on est encore trop enfant, etc. Bref, c'est là que le moyen de l'art-thérapie est crucial, fondamental. Il faut donner aux individus la possibilité de s'exprimer avec ce qui est à leur disposition, et surtout qui n'est pas dans le langage forcément. Justement, encore mieux. D'où l'importance de l'art-thérapie sous toutes ses formes. Musicothérapie, bibliothérapie créative ou art-thérapie au sens très large du mot. Voilà. Donc, c'est pourquoi je suis là avec vous aujourd'hui et très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci encore. Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup. À Merci. bientôt.